parti d'opposition éthiopien Balderas pour la vraie démocratie a fait campagne dans la capitale Addis Abeba avant les élections générales du 21 juin. Le parti est mené par Eskinder Nega, ancien journaliste venu. Abede Kro, alias Korondi, figure de la société civile au Niger, a été condamné ce mardi à 6 mois de prison, dont 2 fermes. Il lui est reproché d'avoir critiqué les gendarmes engagés dans la lutte anti-djihadiste. Le gouvernement de transition au Soudan a ajourné mardi des négociations de paix avec un groupe rebelle du sud du pays non signataire d'un accord de paix conclu l'an dernier, selon des responsables soudanais. Nous sommes le 16 juin, bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Le parti d'opposition éthiopien Balderas pour la vraie démocratie a fait campagne dans les rues d'Addis Abeba, la capitale, ce mercredi. Avant les élections générales du 21 juin prochain, le parti est mené par Eskinder Nega, ancien journaliste devenu figure d'opposition, qui est actuellement derrière les barreaux depuis juillet dernier. Reportage. Cette élection s'annonce des plus cruciales pour le Premier ministre. Le parti de la prospérité de Abiy fait figure de grand favori pour remporter le scrutin. Lui qui dispose d'une assise nationale inégalée chez les autres formations politiques, généralement d'échelle régionale. La campagne électorale a été marquée par une forme d'empathie assez sensible à Addis Abeba. À Awassa, dans le sud du pays, un journaliste de l'AFP a constaté ce week-end l'absence quasi totale d'affiches de l'opposition pour contrebalancer celle omniprésente du parti du Premier ministre. Le parti d'opposition éthiopien Balderas pour la vraie démocratie a tenu une de ses campagnes dans la capitale Addis Abeba avant les élections générales du 21 juin. Le parti est mené par Eskinder Nega, ancien journaliste devenu figure d'opposition, qui est actuellement derrière les barreaux depuis juillet dernier. Les récentes conférences de presse de la commission électorale faisant état de bureaux de vote clandestins, de difficultés dans l'impression des bulletins de vote et de la nécessité d'engager 100 000 assesseurs en 2 semaines sont venus conforter le sentiment que le scrutin serait au mieux imparfait, de l'aveu même d'un diplomate. Les États-Unis se sont dit très préoccupés par l'atmosphère dans laquelle vont se tenir les prochaines élections. Les arrestations d'opposants, le harcèlement de médias indépendants, les activités partisanes des autorités locales et régionales et les nombreux conflits interethniques et intercommunautaires à travers l'Éthiopie sont autant d'obstacles à un processus électoral libre et juste et la possibilité que les Éthiopiens le jugent crédible, a déclaré vendredi le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price. L'Union européenne a, elle, renoncé à envoyer une mission d'observation. Le parti au pouvoir en Algérie, le Front de Libération Nationale, FNL, a remporté les législatives anticipées organisées samedi dernier. Le taux de participation, quant à lui, a atteint un niveau historiquement bas à 23,03% selon les chiffres officiels provisoires. Le Front de Libération Nationale, le parti au pouvoir en Algérie, vient en tête des législatives avec 105 sièges sur 407, suivi des candidats indépendants avec 78 sièges, a indiqué mardi le président de l'autorité nationale indépendante des élections, 72 heures après le scrutin. La victoire du FLN constitue une surprise car ce parti était considéré comme discrédité, à bout de souffle, à cause de sa compromission avec le président déchu, Abdelaziz Bouteflika, chassé du pouvoir en 2019 par le Irak. En deuxième position, l'ensemble des listes d'indépendants ont obtenu 78 sièges, ce qui met en avant un nouvel élément dans la carte politique algérienne. En troisième position, le mouvement de la Société pour la paix a obtenu 64 sièges. En quatrième position, le parti Rassemblement national démocratique a obtenu 57 sièges. Avant, l'électeur donnait sa voix, mais ne choisissait pas. Mais aujourd'hui, grâce au Irak béni du 22 février, ainsi que les valeurs démocratiques qu'a établi l'élection présidentielle du 12 décembre, ainsi que ce qu'a concrétisé la Constitution de novembre 2020, l'électeur peut désormais choisir. Signe du fort désintérêt des Algériens,
Le taux de participation, moins 23,03%, a atteint le niveau le plus bas de l'histoire de l'Algérie, toute élection confondue. La prochaine assemblée sera presque uniquement masculine, puisque 34 femmes seulement ont été élues sur 8000 candidates, contre 146 précédemment, en raison de la suppression d'un système de quotas instauré en 2012. Ahmed Ekrou, alias Korondi, figure de la société civile au Niger, a été condamné ce mardi à 6 mois de prison dont 2 fermes. Il lui est reproché d'avoir critiqué les journalistes engagés dans la lutte anti-djihadiste. Le tribunal de grande instance de Difa a condamné ce mardi l'acteur de la société civile, Ahmed Ekrou Korondi, membre du comité de veille citoyenne, à 6 mois de prison dont 2 mois ferme et 1 million de francs CFA, soit 1846 € d'amende. Membre d'une ONG nigérienne, Kakatouda a indiqué que l'activiste est accusé de diffusion de messages troublant l'ordre public et atteinte à la dignité humaine. Un autre responsable de la société civile, Mara Mamadou, a précisé qu'Ahmed Ekrou a été condamné pour avoir critiqué des gendarmes investis dans la lutte contre les djihadistes présents dans la région de Difa. Le comité de veille citoyenne est un regroupement d'organisations de la société civile, d'associations et de syndicats créés en 2015 avec pour objectif de coordonner la lutte et la défense des droits humains dans la région de Difa, selon Mara Mamadou. Ahmed Ekrou a été interpellé le 7 juin dernier suite à la diffusion sur WhatsApp d'un message vocal dans lequel il a un peu parlé de l'attitude de la gendarmerie qu'il a jugée quelque peu passive dans la lutte contre Boko Haram, selon Kakatunda. Il avait formulé ses critiques après une attaque le 5 juin dernier contre la position militaire SONIDEP, entendez Société nigérienne du pétrole, située à l'est de la ville de Difa. Selon l'ONU, la région de Difa au Niger est en proie aux attaques meurtrières depuis 2015, alors qu'elle abrite 300 000 réfugiés nigérians et déplacés, fuyant les exactions des djihadistes. Les autorités de Difa attribuent généralement les attaques perpétrées dans leur région aux djihadistes de Boko Haram ou à sa branche dissidente du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. En République démocratique du Congo, la peine de Vital Kamerhe, homme fort du pouvoir, a été réduite en appel de 20 à 13 ans de prison. C'est ce qu'a indiqué maître Jean-Marie Kabengela, interrogé sur le verdict de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Reportage. Interrogé sur le verdict de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, maître Jean-Marie Kabengela, l'avocat de Vital Kamerhe, a indiqué sans commentaire que la peine de l'ancien président de l'Assemblée nationale a été réduite à 13 ans de prison. Vital Kamerhe, âgé de 62 ans, avait été condamné à 20 ans de travaux forcés il y a tout juste 1 an, avec 2 co-accusés dans un procès anticorruption sans précédent qui avait passionné les Congolais. Il a été reconnu coupable du détournement de fonds publics portant sur le montant de 48,831 millions de dollars avec son principal co-accusé, un entrepreneur libanais, Jamal Samit, âgé de 79 ans à l'époque. Vital Kamerhe est accusé d'avoir détourné les fonds alloués à la construction de 1500 logements sociaux dans le cadre du programme dit des 100 jours annoncé par le président de la République Félix Tshisekedi après son investiture le 24 janvier 2019. Originaire de Bukavu, dans l'est de la RDC, il a été le principal allié de Félix Tshisekedi lors de sa victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. L'ex-homme fort du pouvoir clame son innocence et ses avocats dénoncent une justice expéditive. Ses partisans, de leur côté, parlent d'un procès politique pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2023. Une manifestation pro-Kamerhe a été dispersée ce mardi soir à Kinshasa, ont rapporté des témoins. La peine du co-accusé de Vital Kamerhe, Jamal Samit, a été ramenée de 20 à 6 ans d'après maître Kabengela. La peine d'un troisième co-accusé a été ramenée de 2 à 1 an. Le gouvernement de transition au Soudan a ajourné mardi les négociations de paix avec un groupe rebelle du sud du pays. Ce groupe non signateur d'un accord de paix conclu l'an dernier sur les responsables soudanais.
Le pouvoir soudanais avait repris fin mai des discussions dans la capitale du Soudan du Sud, Juba, avec le chef du mouvement populaire de libération du Soudan Nord, SPLM Nord, implanté dans les États de Kordofan Sud et du Nil Bleu. En mars, il avait signé une déclaration de principe devant servir de base à des négociations de paix prévoyant l'instauration d'un État laïque et l'unification des forces armées. Les médiateurs ont décidé d'ajourner mardi les négociations directes entre le gouvernement de transition et le SPLM Nord pour des consultations supplémentaires sur certains contentieux, a déclaré le Conseil souverain soudanais dans un communiqué. Les négociateurs du pouvoir sont retournés à Khartoum selon le texte. Les deux parties ont signé un document cadre non final comportant leurs points d'accord et de désaccord, à ajouter la même source sans préciser ces points. En semaine, les agences humanitaires des Nations Unies ont annoncé avoir obtenu pour la première fois depuis 2011 l'accès aux zones contrôlées par le SPLM Nord, au Kordofan Sud et au Nil Bleu où vivent quelques 800 000 personnes qui luttent et survivent avec très peu ou rien. Le pouvoir composé de militaires et de civils mis en place après la révolte populaire qui a entraîné en avril 2019 la destitution d'Omar el-Béchir a fait de la paix avec les rebelles sa priorité. Il a signé en octobre 2020 un accord historique avec plusieurs groupes rebelles. Le SPLM Nord a lui signé un cessez-le-feu séparé permettant à ses combattants de conserver leurs armes pour assurer leur propre protection jusqu'à ce que la Constitution soit amendée pour garantir la séparation de la religion de l'État. Un correspondant du quotidien américain New York Times au Zimbabwe, Jeffrey Moyo, a été libéré mardi sous caution. Après 3 semaines en prison, il est accusé d'aider des journalistes étrangers à obtenir de fausses accréditations, a indiqué son avocat. Jeffrey Moyo, correspondant du quotidien américain New York Times, installé à Harare, a été arrêté le 26 mai. Il est accusé d'avoir aidé 2 journalistes étrangers, Christina Goldbone et Joao Silva, travaillant également pour le New York Times, à obtenir de fausses accréditations, ce que dément l'intéressé. Christina Goldbone et Joao Silva sont entrés au Zimbabwe le mois dernier pour un reportage d'1 semaine. 4 jours après leur arrivée, ils ont été expulsés vers l'Afrique du Sud. Selon la commission des médias zimbabwéenne, les 2 journalistes n'avaient pas obtenu d'autorisation pour travailler dans le pays et ils n'étaient pas accrédités. La libération de Jeffrey Moyo, 37 ans, est intervenue après un appel contre la décision la semaine dernière de lui refuser une caution. La caution a été établie à $59. Nous avons présenté avec succès un appel contre la décision du magistrat qui a refusé la libération sous caution de Jeffrey Moyo, a déclaré à l'AFP Maître Amanda Ndlovu. Cette décision de justice a été accordée et rendue publique aujourd'hui par la Haute Cour. Le New York Times s'est dit en mai profondément préoccupé par l'arrestation de Jeffrey Moyo, qui soulève des questions troublantes sur l'état de la liberté de la presse au Zimbabwe. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne suite de programme sur SICA. Très bientôt.